Est-ce que l'Avalanche du Colorado savait quelque chose qu'on savait pas et qu'on aurait dû savoir? Oui, je parle de Mikko Rantanen. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Si vous êtes ici, vous êtes probablement au courant. Sinon, en 30 secondes, laissez-moi vous rappeler que le 24 janvier, l'Avalanche du Colorado et les Hurricanes de la Caroline ont choqué le monde du hockey avec une méga transaction comme ça, ben peinard, un vendredi soir. Mikko Rantanen a pris le chemin de la Caroline et t'as pas mal shaké. Well, I was shocked yesterday. I was surprised, but I don't really want to get into too much details. But it was a surprise for sure. Nathan MacKinnon aussi, d'ailleurs, était pas mal shaké. I don't know exactly what happened. I know I called Mikko pretty shortly after we talked close to 20 minutes. So, but yeah, I mean, it's just unfortunate, obviously, losing a great friend, great teammate. En retour principalement de Martin Necas, la différence entre MacKinnon et Rantanen qui étaient shakés les deux, c'est que, bien, depuis la transaction, Nathan MacKinnon est Nathan MacKinnon. 12 points en 9 matchs au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Il a aussi été nommé joueur le plus utile de la confrontation des 4 nations. Juste ça. Pour Rantanen, mettons que c'est un petit peu plus difficile. Seulement 3 points, dont un but en 8 matchs pour un joueur qui, durant son séjour au Colorado, a maintenu une moyenne de 90 points par 82 matchs, dont 64 en 49 cette année. Avant la transaction, il était d'ailleurs en voie de connaître la meilleure production de sa carrière. Un ailier vedette de 100 points, qui joue avec un des meilleurs centres de la Ligue, qui est plus le même après avoir été transigé. C'est moi ou ça sonne une cloche? Ben oui! Je parle de Jonathan Huberdeau. En 10 ans, avec les Panthers de la Floride, le Québécois a maintenu une moyenne par 82 matchs de 75 points, dont 99 par 82 à ses 4 dernières saisons avec les Panthers. La dernière année où il était en Floride, en 2021-2022, il a connu la meilleure saison de sa carrière avec 115 points, terminant 5e au Trophy Hart. Et on connaît la suite. Après un autre décevant parcours en série, les Panthers décident de donner un coup de barre, surprennent le monde du hockey, transigent Huberdeau, Mackenzie Weegar, Cole Schwindt et un choix de première ronde contre Matthew Tkachuk. La grande majorité d'entre nous, parce que oui, humblement, ton boy admet qu'il faisait partie du monde qui disait que les Panthers payaient beaucoup trop cher pour Tkachuk, qui venait lui aussi de connaître la meilleure saison de sa carrière avec 104 points. Mais Huberdeau, Weegar et un choix de première ronde, êtes-vous fous, les Panthers? Ben non. Tkachuk a été nommé au Hart à sa première année en Floride. Les Panthers ont participé à 2 finales et ils ont gagné l'an dernier. Évidemment, c'est un échantillon de 8 matchs en Caroline. C'est beaucoup trop petit pour dire que Rantanen ne sera plus jamais le joueur qu'il a été au Colorado, mais on se disait à peu près la même chose d'Huberdeau à ses débuts à Calgary. On se disait la même chose après une saison d'Huberdeau à Calgary. On se disait que c'était à cause de Sutter, qu'une fois parti, il allait débloquer à nouveau. Malheureusement, à sa 3e année, force est d'admettre que depuis qu'il est en Alberta, c'est un joueur au mieux d'une 60aine de points, mais qui fait toujours le salaire d'un gars de 95 points. Malheureusement, on s'est rendu compte que Huberdeau était beaucoup plus dépendant pour sa production d'Alexander Barkov qu'on le pensait. Ce qui m'amène à vous partager 3 réflexions au sujet de Rantanen sur le fiasco qu'est actuellement Mikko Rantanen en Caroline. La première, point de vue joueur, celui de Rantanen. 2 saisons de 100 points, en voie vers une 3e. 2 autres de 90, une autre de 80. D'un point de vue purement statistique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en vouloir à Mikko Rantanen d'avoir voulu aller chercher son sac, go get that bag? Non, statistiquement, il y avait les chiffres pour vouloir un gros montant. Il y avait les arguments de son côté. Surtout avec les contrats signés par Elias Peterson, William Nylander et Leon Draisaitl dans la dernière année, particulièrement le contrat signé par Draisaitl. C'est là un peu où, si vous me passez l'expression, la game a changé. Leon Draisaitl va devenir le joueur le mieux payé de la Ligue l'an prochain. Bon, ça ne va pas durer longtemps parce que l'an suivant, McDavid est dû. Fait, pas d'une surprise, ça va durer 1 an. Bref, semble-t-il, selon plusieurs insiders, que ce que Leon a signé, c'était le standard qu'espérait Mikko Rantanen. Et c'est là où Rantanen a voulu le bar et l'argent du bar, son genre de deal. Parce que probablement que Rantanen s'est beaucoup comparé à Leon Draisaitl. Et il y a des comparaisons à faire. Comme Rantanen, Leon Draisaitl n'est pas le joueur à Edmonton. Si tu as à tout démolir demain matin et garder un joueur de franchise, Edmonton garde Connor McDavid.
Colorado, McKinnon ou Makar? En fait, déjà là, on a une différence entre les deux. Draisaitl est le bêta à Edmonton, puis Rantanen au Colorado était le gamma. Alpha, bêta, gamma. C'est ça, le gamma. Mais en plus de ça, ils ne sont même pas dans la même catégorie de joueurs quand on y pense. Entendez-moi bien ces deux vedettes. Mais au cours des 5 dernières saisons, Leon Draisaitl obtient en moyenne 119 points par 82 matchs. Rantanen, 103. Vous me dites, ben oui, Max, c'est deux gars de 100 points. Oui, mais c'est 16 points de différence. La différence entre un gars de 80 et de 64 points, c'est la différence entre un gars de 100 points et un gars de 84 points. La différence est quand même grosse. Elle paraît plus minime une fois que tu passes le 100. Tu es considéré comme un joueur de 100 points, mais surtout dans la LNH d'aujourd'hui, où tu as McDavid, qui, il n'y a pas si longtemps, a fait 150 points, ben, la différence, elle est là. Mais la plus grosse différence entre les deux, à mon humble avis, Leon Draisaitl, c'est un MVP de la Ligue nationale de hockey. Carrément. Il a gagné un trophée Hart. Il est dans la course en plus, encore une fois, cette année pour le trophée Hart. Plusieurs disent que Draisaitl ne serait pas le même sans McDavid. Peut-être. Mais dans les faits, on a la preuve de ce qu'il peut faire sans lui. En 2019-2020, quand McDavid a raté des matchs pour blessure, Draisaitl a élevé son jeu d'un cran et c'est lui qui a gagné le trophée Hart cette année-là. Un peu à l'image d'Evgeny Malkin au début des années 2010, quand Sidney Crosby avait des ennuis de santé. Est-ce que Léon, avec McDavid, tout comme Gino, avec Sid, c'est un avantage, ça aide leur carrière? Bien sûr. Est-ce que si on les sortait de cette situation-là et on les avait mis centre numéro 1 de leur propre formation, ils auraient eu autant de succès? Peut-être. Un petit peu moins, ça se défend. Mais ça n'aurait pas été des chutes gargantuesques là, en termes de production. Ce sont, en soi, des centres de franchise. Je disais, Trophée Hart, cette année, même avec un McDavid majoritairement en santé, il a quand même manqué quelques matchs, là, mais c'est Leon Draisaitl, entre les deux, qui connaît la meilleure saison. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, il est carrément le meilleur buteur de la Ligue et à égalité au sommet avec McKinnon pour le nombre de points. Évidemment, je le disais, jouer des meilleurs joueurs, en théorie, ça te rend meilleur. Mais la différence entre Rantanen et Draisaitl, et pour le coup, la ressemblance qui semble se dessiner entre Rantanen et Huberdeau, c'est que Draisaitl est un Robin, qui pourrait être un Batman dans une autre situation, alors que Rantanen et Huberdeau sont vraiment des Robin, des Sam Gamgee, des Ron Weasley, sensationnelle deuxième option. Bon joueur de rôle dans un film, une pièce de théâtre, mais jamais les acteurs principaux. Un peu comme c'était le cas pour Huberdeau avec Barkov. Une légère différence quand même entre Draisaitl, Rantanen, Huberdeau. Le cas Huberdeau, c'est que dans ses 4 dernières saisons en Floride, il faut quand même mentionner qu'il a obtenu en moyenne, par match et dans l'absolu, plus de points qu'Alexander Barkov. Mais on sait tous comment Barkov contribue largement au-delà de la feuille de pointage dans un match de hockey, et c'est fort probablement ce travail sur 200 pieds qui a permis à Huberdeau d'être autant redoutable à l'autre bout de la patinoire. Donc, bref, la réflexion numéro 1, Mikko Rantanen va peut-être s'en vouloir longtemps. Il avait l'impression de pouvoir commander un salaire digne du rôle principal alors qu'il est un excellent, mais quand même on doit l'admettre, acteur de soutien. Entendez-moi bien quand je dis soutien, je ne veux pas dire qu'il ne faisait pas partie du noyau. Il faisait partie prenante du noyau au Colorado. En fait, il était le 3e. Après McKinnon et Makar, c'était ton joueur le plus important, avec bien sûr Landeskog qui est blessé, là, à prendre en considération, qui n'a pas joué depuis la conquête de la Coupe. Mais, bref, il était Doctor Strange. Il n'était pas Iron Man. Deuxième réflexion, cette fois-ci du point de vue de l'Avalanche du Colorado. Un petit peu comme avec les Panthers à l'époque, mais un peu moins, je vous avoue. Ma réaction à la transaction, point de vue Colorado, a été un peu mitigée. Pourquoi? Parce que Colorado n'est pas la même formation qu'elle était lorsqu'elle a gagné la Coupe en 2022. On a gagné une seule ronde de série ces 2 dernières années. On est beaucoup plus dépendant de nos super vedettes, Makar, McKinnon et Rantanen quand ils étaient là qu'on l'était il y a 3 ans. Si on ne retrouve pas de profondeur pour alléger la charge de ces joueurs-là, on ne gagnera jamais une deuxième Coupe avec McKinnon et Cale Makar. Donc, transiger Rantanen, pour un gars qui va peut-être, jusqu'à preuve du contraire, t'offrir un peu moins de production à Martin Necas, pour un coût plus respectable, parce que Necas, en ce moment, au Colorado, c'est tout juste en dessous du point par match, ce qui est très bien. Si jamais l'an prochain, une saison complète au Colorado, il fait quelque part entre 75 et 90 points, n'en demeure pas moins que c'est une production moins intéressante que Mikko Rantanen, ce qu'il faisait lorsqu'il joue aux côtés de Nathan McKinnon. Mais pour, juste, dépendamment pour combien il va signer, là, mais à peine au-dessus de 50% du salaire. Si ce que tu sauves en argent, c'est pour te permettre d'aller chercher plus d'un joueur de profondeur qui vont au final rendre l'équipe meilleure, bien, ça va être une victoire en soi.
Et je pense honnêtement que c'est peut-être ce qui va arriver. Mon seul bémol avec la transaction d'un point de vue de l'Avalanche du Colorado, c'est que la transaction est survenue après qu'on ait appris que le plafond salarial devrait exploser au cours des 3 prochaines saisons. Donc, quand on avait su ça, je me disais, OK, ça va nous donner le petit jeu qu'on avait besoin du côté de l'Avalanche pour signer Mikko Rantanen au prix que lui veut. Mais Colorado, un peu comme la Floride à l'époque, on savait très bien une chose. On a Batman et dans leur cas, on a même Superman au sein de la formation, en McKinnon et Makar. C'est ces deux-là la priorité. Même que Makar également doit signer un contrat dans 2 ans. Et lui, contrairement à Rantanen, il faut lui dérouler le tapis rouge. Dans le pire des scénarios, Cale Makar, au moment où il va devoir signer son contrat, il va être, 3e meilleur défenseur de la Ligue dans la fin vingtaine. Donc, il faut que tu penses en fonction de ça, même si ça ne fait pas plaisir à Nathan McKinnon qui voulait voir son ami faire de gros sous en disant « Tout le monde sait que moi, je m'en fous de ne pas être le joueur le plus payé. » Ouais, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il y a un plafond salarial, Nate. C'est la vie. Et c'est là où Colorado, présentement, pourrait éventuellement se frotter les mains si on convertit cet argent sauvé avec des acquisitions intelligentes. Je dis éventuellement parce que, 2 raisons. De un, on n'a toujours pas fait ces acquisitions-là. Si on ne réussit pas, là, c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau. Mais surtout, en ce moment, même si McKinnon continue à produire sans Rantanen, qu'on savait qu'elle allait faire, pour être bien honnête, Colorado joue quand même bien juste pour 500 pile poil depuis la transaction. Souvenez-vous par contre, avant d'atteindre 2 finales de suite, il y a eu une longue période d'adaptation quand même pour les Panthers après l'acquisition de Matthew Tkachuk. Au mois de décembre, on était à l'extérieur du portrait des séries, quand même loin même du portrait des séries à un certain moment. Souvenez-vous, le Canadien avait un choix des Panthers cette année-là. Plusieurs partisans salivaient à l'idée peut-être que le choix des Panthers allait être intéressant tout d'un coup. Et puis finalement, on est rentré en série et on est allé jusqu'en finale 2 ans de suite. Alors qui sait, peut-être que Colorado est dans cette phase-là d'ajustement que les Panthers ont eu de leur côté et que c'est simplement une question de trouver son rythme. Donc, deuxième réflexion là, pour la résumer. Colorado a eu les testiculos de faire une transaction qui allait peut-être non seulement brasser les choses à l'interne, mais carrément être pas populaire dans le vestiaire, mais qui montre une vision à long terme quand même intéressante. La troisième réflexion est du point de vue des Hurricanes de la Caroline. Pour vrai, est-ce qu'on va se souvenir de cette transaction-là comme une des pires de l'ère du plafond salarial pour les Hurricanes? Parce que là, oui, c'est tôt. Puis, tu sais, pour vrai, là, ça se peut très bien que Rantanen débloque d'un coup. J'y crois. Rantanen, il est un peu comme, j'allais dire un ado, mais n'importe quelle personne cœur brisé, ça arrive. C'est pas facile pour lui, pauvre gars. Il se sent trahi, tout ça. Là. Ça se peut qu'il retrouve sa touche. Ça se peut. Fait que revenez-moi pas dans 2 mois en disant cette vidéo a mal vieilli. Je ne fais que poser la question. Je dis pas que c'est ce que je pense qui va arriver. Mais bref, il est trop tôt pour affirmer qu'il est Jonathan Huberdeau 2.0. Mais quand même, ça vaut la peine de se poser la question parce que les Hurricanes à Caroline ont pris un méchant risque. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, la seconde où la transaction a été annoncée, ma première réaction a été combien les Hurricanes ont-ils donné à Rantanen? Parce que jamais j'aurais pensé qu'on a osé donner un joueur de la qualité de Martin Necas pour un autre avec qui tu n'avais eu aucune occasion de négocier et t'entendre au préalable. Je pensais vraiment que c'était un sign and trade, que l'Avalanche du Colorado avait donné la permission aux Hurricanes de s'entretenir avec Rantanen, qui ont dit « Hey, Mikko, nous, on te l'offre combien tu veux? 13, 13.5? Tiens, there you go. Viens t'en jouer avec ton chum Sébastien Aho. » Non! 1 mois plus tard, c'est toujours pas réglé. Et selon Elliot Friedman, il y a une offre sur la table présentement des Hurricanes de la Caroline d'une centaine de millions de dollars. On aurait franchi le cap du 100 millions de dollars. Donc, considérant que les Hurricanes peuvent offrir un contrat de 8 ans à Rantanen, au moins 12,5 millions de dollars ou peut-être 7 ans un peu plus. Ça peut aussi être 8 ans et un peu plus, peu importe. D'ailleurs, si je suis lui, je signe immédiatement parce que s'il ne retrouve pas son groove, il pourrait laisser plusieurs millions sur la table. De mon point de vue, pas juste les millions dans la vie, tant qu'à être dans cette situation, là, d'avoir l'opportunité d'être agent libre dans quelques mois à peine, rendu là, j'écouterai les offres, j'irai à une place de mon choix. Mais clairement, lui, l'argent est important, sinon il sera encore au Colorado, pas en train d'encore pleurnicher sur son sort en Caroline. La question que je me pose pour la Caroline, c'est quoi rendu là sauver les meubles? Parce que si Rantanen accepte l'offre de 100 millions de dollars, à 12,5, 13, peu importe, pour 8 ans, et qu'il fait un Huberdeau, et que tu te retrouves avec, soyons honnêtes, Huberdeau 50, tu sais, on trouve que la situation d'Huberdeau n'a pas de bon sens parce qu'il est passé d'un gars de 115 points à une cinquantaine de points. Lorsqu'il est passé de la Floride
aux Flames de Calgary, Jonathan Huberdeau a eu la plus grosse chute de points dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey d'une saison à l'autre. Si Jonathan Huberdeau ne faisait pas 10 millions de dollars par année, c'est un joueur top 6 très intéressant. En fait, Huberdeau, si tu regardes ses statistiques depuis qu'il est à Calgary, tu l'amènes à Montréal, il serait le 3e meilleur attaquant du Canadien de Montréal en termes de production. Bref, je veux dire, c'est encore un joueur de top 6 qui fait un salaire de top 1, carrément. Peut-être de top 2 maintenant avec le plafond actuel, mais bref. Les Hurricanes de la Caroline pourraient se retrouver dans cette situation-là, à moins bien sûr qu'il retrouve sa touche. S'il n'accepte pas, avant la date limite des transactions, que font les Hurricanes? Parce que ça c'est complètement fou. Jamais j'aurais cru ça possible, mais le fait que Mikko Rantanen se fasse échanger à nouveau est effectivement une rumeur qui circule à l'instant même. Et si jamais ça devait arriver, je pense que ce serait le scénario catastrophe pour les Hurricanes. Une équipe qui fait l'acquisition de Mikko Rantanen, en ce moment, à moins qu'eux réussissent à s'entendre au préalable avec lui, ne va pas offrir un joueur de qualité de Martin Necas. Là dans l'immédiat, on va offrir un package quelconque. Puis Hurricanes à Caroline, c'est une équipe qui veut gagner la Coupe Stanley. C'est une équipe qui fait les séries depuis 6 ans maintenant. C'est un pas de recul. Ça serait un énorme pas de recul et tu perdrais grandement au change. Et ça, je vous avoue que dès la seconde où la transaction était annoncée et qu'on a su qu'il n'y avait pas une entente immédiate, je me suis dit, mais quel énorme pari qui pourrait vraiment leur péter en pleine face. Et en ce moment, ça s'enligne dangereusement vers ce scénario-là pour les Hurricanes de Caroline. Bref, j'imagine que le sommaire de la troisième réflexion, c'est un peu comme Calgary il y a quelques années. Les équipes qui recherchent désespérément du talent doivent faire attention et être capables d'évaluer correctement. Évaluer quoi? Ce joueur qui s'amène, qui a une production, parce que soyons honnêtes, dans les deux cas, Jonathan Huberdeau, dans le temps avec les Panthers, Mikko Rantanen avec l'Avalanche du Colorado, c'est des joueurs dont la production, sur la majorité des équipes de la Ligue, ils étaient le meilleur marqueur de l'équipe. Mais, en fait, Huberdeau était carrément le meilleur marqueur des Panthers de la Floride les dernières années où il était là. Mais est-ce qu'il a un produit des joueurs qui l'entourent ou au contraire, c'est vraiment un meneur d'hommes? Est-ce que le joueur dont on fait l'acquisition qui s'en vient peut être notre Batman? Parce que j'adore Sébastien Aho. Mais si tu fais l'acquisition de Mikko Rantanen et que tu lui payes le salaire qu'il commande, c'est pas pour qu'il arrive et qu'il soit correct puis égal ni annexe. Non, c'est pour qu'il traîne ton club offensivement. C'est dans l'espoir d'être le joueur vedette d'une qualité légèrement supérieure qui peut aider les Hurricanes de Caroline à accéder au prochain niveau. Et jusqu'ici, c'est pas ce qui se passe. Et jusqu'ici, permettez-moi de vous dire que je trouve que la transaction a des allures qui pourraient être pires pour les Hurricanes que ça l'a été pour les Flames, parce que les Flames, il y avait des facteurs atténuants. Malheureusement, pour quelconque raison, la panoplie de joueurs que les Flames avaient à ce moment-là, Matthew Tkachuk, Johnny Gaudreau, qu'il repose en paix, et plusieurs autres, ne voulaient pas signer à Calgary. On a dû sauver les meubles, on a dû prendre cet argent-là qu'on avait de disponible et ces joueurs-là qu'on perdait, entre autres Matthew Tkachuk, et essayer d'aller chercher quelque chose en retour. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné en rétrospective au niveau où on voudrait, mais ça aurait été mieux que de perdre Matthew Tkachuk contre rien. Hein? Et c'est pour ça que je pense que ça va être encore pire si Mikko ne se réveille pas pour les Hurricanes que ça a été pour les Flames de Calgary. Mais est-ce qu'il va devenir le prochain Jonathan Huberdeau, Mikko Rantanen? Est-ce que c'est juste une période d'ajustement? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je pense que ce joueur de centre devrait être la cible de Kent Hughes cet été? Ben écoute ce contenu qui est disponible sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!